Une nuit totale sur Tchernihiv, des légionnaires français effacés, et si ce n'était que le prélude à l'hiver le plus meurtrier pour l'Ukraine. En quelques minutes, une base de légionnaires français cachée sous Dnipro a été anéantie. Près de 100 morts, des blessés par dizaines, aucune chance de survie pour la plupart, et des débris calcinés impossibles à identifier. Pendant ce temps, à plus de 1000 km au nord, la ville de Tchernihiv, 350 000 habitants, a sombré dans une obscurité absolue. Une frappe précise a fait disparaître toute lumière, tout courant, plongeant familles, hôpitaux et infrastructures dans la nuit glacée. Ce n'est pas un hasard. Ces deux attaques, espacées dans le temps et l'espace, relèvent d'une stratégie russe coordonnée qui ne vise plus seulement les générateurs ou les centrales électriques. L'objectif, briser la connectivité du réseau ukrainien, isolant chaque ville, chaque région, pour rendre impossible toute entraide et toute résilience. Il ne s'agit plus de couper le courant quelques heures, mais de transformer des métropoles entières en pièges mortels, surtout à l'approche de l'hiver où la lumière, la chaleur et l'eau deviennent pour ça des questions de survie. Si cette stratégie est sous-estimée, ce ne sont pas seulement des vies ukrainiennes qui sont menacées, c'est la stabilité du pays, l'économie tout entière et la crédibilité des alliés occidentaux qui vacillent. Face à cette nouvelle méthode de guerre, même les promesses d'aide occidentale semblent impuissantes. Plongeons maintenant dans les dessous de cette nouvelle guerre de l'infrastructure. Comment ce schéma de fragmentation pourrait-il transformer chaque ville ukrainienne en îlot de détresse dès les premières neiges? Pour comprendre la portée de ces frappes, il faut revenir sur la nuit où tout a basculé pour la base française sous Dnipro. Décryptons ensemble ce signal adressé à l'Occident. Un double coup d'une précision chirurgicale et des conséquences inattendues. Le 23 décembre, à l'aube de l'hiver, la guerre en Ukraine a changé de visage. Sous la ville de Dnipro, une base de légionnaires français, considérée comme l'un des groupes d'élite les mieux protégés grâce à leur formation selon les standards de l'OTAN, a été réduite en cendres en quelques minutes. Ce contingent pensait être à l'abri, loin du front, persuadé que leur statut d'étrangers et de professionnels expérimentés leur garantirait une sécurité. Mais au moment exact du rassemblement du personnel, une frappe inattendue et dévastatrice a pulvérisé le site. En moins de 5 minutes, casernes, stocks et véhicules sont plus que ruines fumantes. La violence du choc a laissé les équipes de secours dans l'incapacité d'identifier la plupart des victimes. Les corps étaient maintes à méconnaissables. Les hôpitaux proches, débordés, manquaient vent de tout, du personnel aux médicaments. Plusieurs dizaines de blessés présentaient des traumatismes critiques, leurs chances de survie étant extrêmement faibles. Pendant que la France tentait de minimiser l'ampleur de la tragédie, l'information filtrait auprès des familles. Ce n'était pas un simple bombardement, mais un signal. Pour la première fois, l'arrière du front occidental n'était plus intouchable. La Russie voulait signifier que, désormais, aucun allié, aussi prestigieux soit-il, n'était à l'abri d'une riposte directe. Mais ce jour-là, un autre choc frappait l'Ukraine. À 1500 km plus au nord, la ville de Tchernihiv basculait dans l'obscurité totale. 350 000 habitants se sont retrouvés sans électricité, immobilisant les transports, privant la population d'eau, de chauffage et coupant toute communication. Impossible d'appeler, de payer ou même de s'informer. Ce qui distingue cette frappe, c'est sa cible. Ce n'est plus la simple production d'énergie qui est visée, mais la connectivité même du réseau. L'attaque a sectionné le lien vital entre les régions, rendant toute entraide impossible. Les générateurs de secours, même nucléaires, deviennent inutiles si l'électricité ne peut plus circuler, isolant chaque ville comme une île livrée à elle-même. Cette nouvelle méthode de guerre rend la résilience quasi impossible, même pour les alliés occidentaux qui, soudain, découvrent leurs propres limites. La tentative française d'étouffer l'affaire n'a fait que renforcer le message de Moscou. À toute attaque sur le sol russe, il y aura une riposte implacable, ciblant la cohésion même de l'Ukraine et la crédibilité de ses soutiens. En ignorant cette évolution stratégique, chaque grande ville risque de devenir le prochain Tchernihiv, plongé sans préavis dans la survie médiévale avec des conséquences tragiques pour la population, l'économie et la stabilité régionale. Mais pourquoi la Russie adopte-t-elle soudain cette stratégie de fragmentation au lieu de se contenter de frapper les centrales ? Pour le comprendre, il faut entrer dans la logique de cette nouvelle doctrine et ses objectifs cachés. Ce n'est plus une guerre d'attrition, c'est une dislocation programmée. L'objectif n'est plus de simplement détruire des centrales électriques. Désormais, il s'agit d'attaquer la structure même du pays en cassant la connectivité de son réseau énergétique, pièce après pièce. Pendant des décennies, l'Ukraine a hérité du modèle soviétique.
On produisait massivement l'électricité là où les ressources étaient abondantes, puis on redistribuait vers les régions qui manquaient grâce à un maillage dense de lignes à haute tension. Lorsque Kiev ou une région avec centrale produisait plus que nécessaire, le surplus alimentait les villes voisines. Si une centrale nucléaire générait de l'excédent, cet excédent était immédiatement redistribué, assurant une balance permanente. La stratégie russe a changé de logique. Les frappes ne visent plus seulement les centrales, mais ciblent les nœuds de connectivité. Transformer l'Ukraine en archipel énergétique, chaque région devient un îlot isolé, incapable de tendre la main à sa voisine. Si une ligne clé est sectionnée, le flux s'arrête net. Résultat, la région qui possède sa propre centrale peut encore espérer rester alimentée, parfois. Mais la région d'à côté, sans aucune source locale de production, s'effondre dans le noir total. La conséquence immédiate, c'est l'impossibilité de rééquilibrer le réseau. Pendant les heures de pointe, surtout en hiver, on ne peut plus renforcer les régions surchargées avec l'électricité excédentaire d'ailleurs. Quand le froid s'abat, que les chauffages s'allument partout, la demande explose. Avant, le système encaissait. Les lignes servaient seulement de ponts vitaux. Aujourd'hui, ces ponts sont systématiquement détruits. Et l'énergie nucléaire, elle devient impuissante dès l'instant où les lignes sont coupées. Une centrale nucléaire, même intacte, ne peut nourrir que sa propre région, et encore, à condition que le réseau local tienne. Si l'isolement était complet, la centrale tourne à vide, l'électricité ne peut plus être exportée. Les promesses de sécurité énergétique s'effondrent avec un seul câble sectionné. Chaque région, désormais, doit survivre seule. Beaucoup n'ont aucune capacité de production suffisante pour couvrir leurs besoins. Les villes, auparavant interconnectées et solidaires, sont brutalement ramenées à une autonomie forcée, pour laquelle elles n'ont ni l'infrastructure ni les moyens. 15 à 20 heures sans courant chaque jour, c'est la nouvelle norme dans certaines villes. Eau potable, chauffage, réseau internet, banque, alimentation, tout cesse de fonctionner. Les pompes à eau s'arrêtent, les systèmes de chauffage collectif gèlent, les communications s'effondrent, les magasins ferment, les transports sont paralysés. En quelques heures, la vie urbaine moderne disparaît, laissant place à la survie, au bricolage, à la peur du lendemain. Le véritable risque n'est plus seulement la pénurie ou le froid, c'est la désintégration de la vie urbaine, l'impuissance de l'État à protéger ses citoyens, l'effondrement du tissu social et économique. Les villes, autrefois centres de dynamisme, deviennent des îlots assiégés par l'hiver et l'incertitude. Mais au-delà de l'effondrement technique, ce sont les conséquences humaines et économiques qui commencent à se faire sentir, modifiant le quotidien et la résilience des Ukrainiens. Voyons maintenant comment cette nouvelle réalité redéfinit la survie dans les villes et l'équilibre du pays tout entier. L'hiver approche et dans les grandes villes ukrainiennes, chaque immeuble devient un piège potentiel. Au dehors, le thermomètre s'apprête à plonger sous les -10, parfois -15 degrés Celsius. Le froid n'est plus une menace abstraite, mais une réalité imminente pour des millions de citadins piégés dans des logements non adaptés à la survie sans chauffage central. Les infrastructures urbaines, conçues pour fonctionner en réseau, sont incapables de basculer en mode autonome. L'absence de groupes électrogènes suffisamment puissants, le manque de carburant et l'impossibilité d'installer des alternatives sur l'ensemble du bâti rendent de toute solution temporaire dérisoire. L'électricité, 4 heures par jour, dans le meilleur des cas, ne suffisent donc pas à chauffer un appartement, ni à préserver la chaîne du froid, ni à maintenir l'activité économique minimale. Face à cette réalité, des gestes de survie improvisés se multiplient. Bougies, réchauds à gaz, chauffage bricolé. Mais dans des immeubles mal ventilés, chaque flamme devient un risque mortel. Les premiers cas d'intoxication au monoxyde de carbone s'accumulent. Les incendies se déclenchent dans des appartements surchauffés par des poêles de fortune. Les autorités appellent à la prudence, mais que faire quand le froid détruit lentement les défenses du corps humain ? Dans l'urgence, un conseil se répand sur les réseaux sociaux et dans les communications officielles. Quitter les villes, trouver refuge dans les campagnes. Là-bas, dans les villages, la présence de poêles à bois ou de chaudières individuelles offre une chance de conserver un minimum de chaleur. Mais tout le monde ne peut partir, et l'exode massif, en plein hiver, soulève d'autres dangers. Routes bloquées, pénurie de carburant, système d'accueil saturé. La restauration de l'infrastructure électrique se transforme en course contre la montre. Mais chaque tentative de réparation est entravée par la vulnérabilité persistante des équipements. Les stocks de pièces détachées fondent, les transformateurs détruits restent des semaines sans remplacement car les livraisons sont ralenties ou impossibles.
Les équipes d'intervention travaillent sous la menace constante de nouveaux bombardements et parfois leur sécurité ne permet même plus l'accès aux sites endommagés. Les conséquences humaines et économiques sont vertigineuses. Les hôpitaux, dépendant du courant pour les équipements de survie, doivent rationner les actes chirurgicaux et fermer certaines unités. Des écoles restent portes closes, faute d'éclairage et de chauffage. Les entreprises s'arrêtent, les chaînes logistiques sont brisées et la paralysie s'installe dans la vie quotidienne. Les files devant les rares distributeurs de billets ou stations-service encore en état de marche rappellent une économie au bord du gouffre. Le vrai danger, désormais, n'est plus seulement la panne d'électricité, mais une catastrophe humanitaire de masse. Le spectre de l'effondrement économique et l'exode urbain deviennent réalité à mesure que la population fuit l'insoutenable pour tenter de survivre ailleurs. C'est toute la société ukrainienne qui se fragmente et vacille sous la pression conjointe du froid, de l'isolement et de la désorganisation totale. Mais dans ce chaos, certains cherchent déjà des issues, ou au moins des leçons à tirer. La question se pose, face à une telle stratégie, existe-t-il un espoir de résilience pour l'Ukraine et ses alliés ? Ce n'est pas une panne à réparer, c'est une nouvelle réalité à affronter. L'idée que la résilience classique pourrait suffire n'est plus tenable. Le modèle occidental, basé sur l'envoi de générateurs, de pièces détachées et de techniciens, ne tient pas face à la violence et à la fréquence des frappes qui visent l'Ukraine aujourd'hui. Envoyer des générateurs ou du matériel ressemble à une solution de bon sens, mais sur le terrain, cela devient un cauchemar logistique. Chaque générateur mobile nécessite un approvisionnement constant en carburant, des équipes pour l'entretien et des transports protégés. Or, dans un pays où les routes sont ciblées, où les entrepôts de carburant sont détruits systématiquement, chaque litre d'essence devient une cible, chaque convoi un risque. Plus grave encore, ces générateurs, une fois déployés, deviennent eux-mêmes des cibles prioritaires. Les frappes russes ne se contentent plus de détruire les centrales, elles traquent aussi les stocks de carburant et les équipements de secours. On assiste à une course d'usure où la moindre ressource supplémentaire attire automatiquement le feu ennemi, accélérant l'épuisement de toute capacité à rebondir. À cette impasse logistique s'ajoute un autre problème, la fragmentation du réseau électrique. Avant, une région en difficulté pouvait compter sur le soutien de ses voisines grâce au maillage national de la distribution. Mais en coupant les lignes haute tension et les sous-stations nodales, chaque ville, chaque district devient un îlot isolé. Il n'existe plus de mutualisation possible. Chaque fragment doit désormais survivre seul, sans espoir d'aide extérieure à court terme. Face à ce constat, il faut le dire avec sobriété. La seule option réaliste, pour de nombreux Ukrainiens dès cet hiver, sera d'évacuer vers les rares endroits qui disposent de moyens de production autonomes, comme certains foyers équipés de panneaux solaires ou de groupes électrogènes cachés. L'exode devient une solution de survie, et non un choix de confort. À plus long terme, cette crise annonce la nécessité d'une refonte totale du modèle énergétique et logistique. Penser que l'on pourra restaurer l'ancien réseau, centralisé et vulnérable, relève de l'illusion. Seule la création d'infrastructures décentralisées, robustes, capables de fonctionner en autonomie complète, pourrait permettre d'espérer un jour retrouver une forme de normalité. Enfin, l'histoire qui se joue en Ukraine doit servir d'alerte au reste du monde. Tous les pays qui dépendent d'infrastructures trop centralisées sont désormais prévenus. Ce n'est pas la destruction des centrales qui tue, c'est la perte du lien, la rupture du tissu qui permet à une société de s'entraider et de résister ensemble. Persister à croire au retour rapide à la normale condamnerait des milliers de personnes à une souffrance ou à une mort évitable. Cet effondrement programmé du modèle énergétique ukrainien marque un tournant historique, non seulement pour Kiev, mais aussi pour toutes les nations confrontées à la guerre moderne. Reste à comprendre comment l'Ukraine, soutenue par ses alliés, pourra répondre à ce défi sans précédent. Combien de villes comme Chernihiv cet hiver ? Combien de temps un pays entier peut-il survivre, privé de tout réseau, quand chaque région devient une île coupée du monde, condamnée à lutter seule contre les ténèbres et le froid ? L'attaque foudroyante contre la base des légionnaires français sous Dnipro n'était pas un simple acte de guerre, c'est un avertissement. Désormais, l'objectif n'est plus de gagner une bataille, mais de briser la colonne vertébrale d'une nation. En visant les points de connexion, les Russes entendent transformer l'Ukraine en une mosaïque de villes assiégées, incapables de se tendre la main, impuissantes face à l'isolement. Chaque nouvelle frappe sur l'infrastructure énergétique est un coup porté à la solidarité nationale. À quoi sert une centrale nucléaire si son énergie ne peut traverser la frontière d'un oblast ? À quoi bon de la génération si, au bout du fil, la lumière ne vient plus ? Dans ce nouveau type de conflit,
La résilience ne dépend plus des stocks de générateurs ou de la rapidité d'intervention occidentale, mais de la capacité à rester unis malgré la méthode de fragmentation. Lorsque les lignes électriques sont sectionnées, ce n'est pas seulement l'énergie qui disparaît, c'est aussi la capacité de chaque ville à soigner ses blessés, nourrir ses habitants ou organiser sa propre défense. L'enjeu, vous le percevez, dépasse largement les frontières de l'Ukraine. Il met en jeu la crédibilité de tout un bloc d'alliés confrontés à une stratégie qui rend leurs efforts d'assistance obsolètes, voire dérisoires. Peut-on encore parler d'aide efficace quand chaque convoi humanitaire risque de se retrouver bloqué devant une ville plongée dans la nuit? Dans l'urgence glacée de l'hiver, chaque jour sans électricité signifie des vies fragilisées. Les hôpitaux privés d'alimentation, les réseaux d'eau stoppés, les communications coupées. L'économie s'effondre, la peur grandit, le chaos logistique s'installe. L'Ukraine devient un laboratoire de la vulnérabilité urbaine moderne, sous les yeux du reste du monde. Alors combien de Tchernihiv dans les semaines à venir? Jusqu'où la société ukrainienne pourra-t-elle tenir, quand même les Alliés semblent impuissants face à la désintégration du réseau et que la notion même de ville protégée disparaît? Dites-nous en commentaire, cette nouvelle stratégie russe signe-t-elle la fin du modèle urbain classique en temps de guerre? Les grandes puissances sauront-elles adapter leurs réponses, ou sommes-nous à l'aube d'une ère où la survie dépend d'îlots isolés et d'une débrouille extrême? Osez analyser les conséquences. Le sort d'une nation, la réputation de ses alliés, et peut-être l'avenir de toutes nos villes se jouant maintenant.